Merci de rester avec nous. C'est un nouveau panel pour l'E-World Forum. Covid-19, est-ce que c'est désormais le pic en ce qui concerne certains pays africains, dont le Togo notamment? Nous sommes avec deux personnels qui sont au front dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Le professeur Mounirou Salou, il est professeur de bactériovirologie à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Professeur? Bonjour, monsieur Gilles. Comment allez-vous? Nous allons très bien. C'est jour de l'Aïd, donc vous comprenez, nous profitons de l'occasion pour saluer les téléspectateurs. Et tous ceux qui sont en fête. Avec vous, docteur Kokou Otobe, il est épidémiologiste, médecin de santé publique, directeur chargé de la planification et de la programmation. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour évoquer une fois encore ce thème, cette problématique du coronavirus. Merci beaucoup, plaisir partagé. Donc, vous avez consulté les chiffres sur le plan mondial, sur le plan africain, au Togo. Est-ce qu'on peut dire que le pic est déjà atteint en ce qui concerne le coronavirus? Je commence avec vous, docteur Salou. Merci Gilles, très belle question. Mais pour être franc avec vous, on ne peut se prononcer. Lorsqu'on regarde les spécialistes, on écoute les spécialistes de la modélisation et les spécialistes de santé publique, en réalité, c'est lorsque le pic sera dépassé qu'on saura, tel que les choses se présentent en ce moment. Et où en sommes-nous actuellement? Oui, c'est ce que je dis. Il est difficile de se prononcer, honnêtement, puisque vous voyez comment les cas apparaissent chez nous. C'est un peu en dents de scie. Et c'est vrai que ces dernières semaines, nous avons eu des cas un peu plus élevés que d'ordinaire, mais cela ne nous autorise pas à parler de pic. Docteur Otobe. Merci beaucoup Gilles. Comme l'a dit le professeur Mounirou Salou, nous ne pouvons pas, à l'étape où nous sommes, dire que nous avons atteint le pic de l'épidémie, le pic étant le nombre maximal de cas au cours d'une épidémie. Donc, nous voyons que à la semaine 20, nous étions à 149 cas. La semaine dernière, nous sommes autour de, en tout cas moins de 100 cas quand même. Mais on ne peut pas affirmer avec certitude que nous avons déjà atteint le pic. Il faut attendre encore 2 voire 3 semaines pour voir comment la tendance évolue, pour apprécier la tendance, si la tendance à la baisse se maintient ou pas, avant de pouvoir affirmer que nous avons franchi le pic de l'épidémie. Merci. Professeur Salou, votre pays, le Togo, est au-delà de 350 cas désormais. Ces chiffres, est-ce qu'ils vous font peur en tant que praticien de la santé, où il faut relativiser un peu tout ça? Oui, je pense qu'il faut relativiser. C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Otobe, on a eu une augmentation anormale. En même temps, il faut comprendre que nous avons élargi notre plateau en termes de diagnostic. Kara est rentré dans la danse. Les frontières ont été ouvertes, surtout à l'ouest. Certains de nos compatriotes sont rentrés, surtout lorsqu'on sait que les voyageurs sont à risque. Et cela a expliqué un peu ce que nous avons observé. Et c'est pour cela, tantôt, le docteur Otobe disait, on va attendre encore 2-3 semaines pour voir si les choses se stabilisent. C'est notre souhait. Est-ce que les étrangers qui sont revenus de certains pays, est-ce que ces cas sont circonscrits aujourd'hui? Êtes-vous arrivé à maîtriser la situation à ce niveau-là? Par rapport à la stratégie qui est mise en place au Togo, qu'il faut saluer d'ailleurs, nous pouvons dire, dans le meilleur des cas, nous avons pu circonscrire ces voyageurs. Lorsqu'ils sont identifiés, la mise en quarantaine, district par district, région sanitaire par région sanitaire, quand il a fallu, même des hélicos ont été déplacés, dépêchés sur les lieux pour permettre de prélever le maximum. Docteur Otobe. Oui, c'est vrai que les chiffres sont élevés, mais il n'y a pas à s'inquiéter. Le dispositif mis en place fonctionne bien. On a un bon système de surveillance qui arrive à détecter, à tester, à isoler, à prendre en charge les cas confirmés et à suivre
les personnes en contact avec les cas confirmés. Les voyageurs qui entrent dans le pays, comme l'a dit le professeur Salou, sont mis en quarantaine. À l'issue de la quarantaine, ils sont testés pour voir s'ils sont porteurs du coronavirus ou pas. Je vous demanderai tout à l'heure si vos capacités de prise en charge ne sont pas débordées pour le moment. Je vais vous poser la question. Mais je voudrais qu'on prenne un peu la situation de certains Togolais de l'extérieur, notamment au Brésil. Nous allons prendre la direction de Sao Paulo pour retrouver un duplex Kossi Telou. Kossi Telou est conseiller politique et économique au consulat, agent consulaire donc du Togo à Sao Paulo. Nous allons tenter une liaison avec lui pour comprendre comment ils vivent avec le coronavirus sur place. Alors, Kossi Telou, bonjour et merci d'être en ligne avec nous de Sao Paulo. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et c'est un plaisir. Ma première question, comment vivez-vous avec le coronavirus sur place? Quelles sont les mesures de prévention mises en place, les restrictions que vous subissez sur place là-bas et comment vous vous débrouillez avec Kossi Telou? Merci beaucoup. Depuis le début de cette situation ici au Brésil par rapport à coronavirus, les orientations sur le plan régional par l'Organisation panaméricaine de santé publique et avec l'appui de l'OMS ont été les mêmes directrices d'une manière globale dans son ensemble que tous les pays ont essayé de développer. Et donc nous aussi ici, les mesures de barrière, les mesures de prévention ont été mises à la disposition de nous tous. Et donc nous tous aussi on vit ces mesures, confinement à la maison, avec les mesures de prévention possible, l'usage de l'alcool, etc. Et actuellement, l'usage de masques a été décrété comme obligatoire sur l'étendue du territoire national. Donc nous vivons presque un mois, quelques semaines déjà confinés, mais nous tenons le bout tout doucement avec l'aide de Dieu. D'accord. Qu'en est-il des activités économiques que vous menez sur place? Est-ce que les impacts sont réels sur vos activités économiques? Est-ce que le gouvernement vient en appui pour soulager les opérateurs économiques durant cette période à Sao Paulo? Ouais. Sincèrement, l'impact de Covid sur la vie économique ici est très drastique. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Brésil, dans sa capacité de recettes publiques, a chuté de 28%, 28,95%, soit ce qui démontre littéralement que beaucoup d'activités économiques sont au ralenti. Et surtout les PME, les PMI, sont vraiment prises par surprise. Et la majeure partie de la population aussi souffre de cela. Actuellement, il y a une aide financière que le gouvernement ici donne pour aider la population à survivre durant cette pandémie qui est d'une valeur de 600 reais. Et aussi pour le secteur privé, les PME, le gouvernement est en train de trouver les mesures possibles pour pouvoir. D'ailleurs, une loi a été décrétée pour appuyer avec des lignes de crédit spéciales les PME, les PMI pour pouvoir survivre durant cette pandémie. Mais, sincèrement, toutes nos activités sont bloquées et tous les secteurs sont touchés. Les grandes entreprises, il y a eu beaucoup de licenciements, il y a eu beaucoup de cas de personnes en situation de vulnérabilité énorme. Mais ce qui maintient la situation, ce sont les mesures économiques aussi que le gouvernement est en train de prendre pour ne pas totalement laisser à déchéance le secteur économique. Donc, il y a un appui à la population avec une aide financière. Il y a aussi des appuis pour le secteur privé à travers des lignes de crédit, les ajustements fiscaux par rapport aux grandes entreprises à revoir qui ont été mis sur place par le gouvernement. Et ça, on essaie de suivre. Mais néanmoins, il faut aussi démontrer que le Brésil, comme la plupart des pays de l'hémisphère sud, souffre vraiment des inégalités sociales. Donc, il y a une grande partie de la population et la couche défavorisée qui est dans des conditions d'extrême
pauvreté, d'extrême souffrance. Mais néanmoins, ces appuis que le gouvernement fédéral du Brésil essaie de donner, vient encore nommer, soulager un tout petit peu la situation, mais elle continue d'être autant un peu plus préoccupante. La question est, Kossi Telou, est-ce que vous attendez quelque chose de particulier des pouvoirs publics de votre pays ici au Togo? Est-ce que vous avez besoin d'un appui particulier? Sincèrement, de mon point de vue, dans le cas du Brésil, par exemple, le pays a apporté un appui aux expatriés, pour ceux qui veulent rentrer, le gouvernement a tout fait pour les rapatrier, tout ça. Mais dans l'espèce, ce qui nous concerne, on n'a pas eu de demande explicite de nos compatriotes ici. Donc, on sous-entend que, pour le moment, les compatriotes tiennent le coup. D'ailleurs, personnellement, j'en ai accompagné beaucoup ici pour ce qui concerne l'assistance financière du gouvernement ici. Donc, nous avons accompagné beaucoup de nos confrères ici qui sont dans le secteur privé et aussi dans l'informel, tout ça, à avoir ces aides-là. Mais pour ce qui concerne le Togo par rapport à la diaspora ici, nous sommes sûrs que la diaspora est plutôt concernée par ce qui se passe de l'autre côté. Donc, la plupart ici, nous sommes en train d'ailleurs de penser à comment nous organiser ici pour essayer d'aider notre pays et les hôpitaux pays pour qu'on puisse ensemble s'en sortir. Donc, actuellement, nous sommes en train de préparer une campagne de mobilisation de fonds et d'aide pour aider certains hôpitaux au niveau du Togo. Donc, nous pensons que nous sommes plus préoccupés par ce qui se passerait chez nous que ce que le gouvernement puisse nous faire ici pour le moment. Merci beaucoup, Kossi Telou, d'avoir été en ligne depuis Sao Paulo avec nous pour parler du coronavirus. Continuons par barrer la route à ce virus avec les mesures. Lavons-nous régulièrement les mains. Les masques sont obligatoires sur place également. Super. Vous portez les masques également. Les masques sont-ils obligatoires à Sao Paulo? Oui. Vous savez, le Brésil, comme c'est un pays continental, il y a certaines régions qui sont plus touchées, comme l'état de Rio, São Paulo, et Manaus, etc., Pernambouc, qui sont plus touchées. Donc, dans ces régions, les mesures sont plus drastiques. Donc, le port de masque est obligatoire. Personne ne sort sans son masque et sous peine de pénalité, etc. Mais il y a certaines régions où c'est relativement tranquille. Néanmoins, les autorités conseillent tous à sortir avec leurs masques. Donc ici, nous sortons avec les masques. Nous sortons toujours avec de l'alcool sous la main, avec un masque au nez, etc. Et donc, on essaie de suivre de cette manière. Mais le confinement, pour le moment, reste la meilleure solution par ici. Merci. Dieu nous protège. Kossi Telou, qui est conseiller politique et économique au consulat du Togo à Sao Paulo, au Brésil. Nous revenons donc au plateau avec nos invités, le professeur Salou et docteur Otobé. Nous étions donc en train de parler des chiffres du coronavirus en ce qui concerne votre pays, le Togo. Et je voulais savoir si, à l'état actuel des choses, votre capacité de prise en charge n'est pas encore débordée. Professeur Salou. Oui. En ce moment, ne serait-ce que le CHR Lomé commune, pour ses capacités, il y a de la place. Il y a suffisamment de la place. Et si on regarde le schéma qui est proposé pour l'ensemble du pays, par région sanitaire, des hôpitaux, j'allais dire, équipés, peut-être pas au même niveau que le CHR Lomé commune, ont été préparés, des structures ont été préparées, les CMS ont été préparés pour accueillir au cas où on venait à avoir beaucoup de cas, si la répétition est possible. Je voudrais peut-être passer la parole aussi au docteur. Oui, docteur Otobé. Merci beaucoup, professeur. À l'étape actuelle, les capacités de prise en charge de nos structures de soins ne sont pas encore dépassées. Puisque au jour d'aujourd'hui, on a 40 cas qui sont hospitalisés au CHR Lomé commune, qui a une capacité de plus de 140 lits. Les autres, dans les centres, dans les régions, il y a des centres de prise en charge qui ont été réhabilités. Donc,
au jour d'aujourd'hui, on peut affirmer que les capacités de prise en charge ne sont pas encore... Alors, qui prenez-vous en charge au CHR Lomé Commune? Qui sont effectivement concernés? Tous les cas actifs ou ceux qui sont en train de développer la maladie? Ceux qui sont confirmés positifs et qui nécessitent une prise en charge, qui sont au CHR Lomé Commune. Les cas qui présentent des symptômes, normalement, les cas qui présentent des symptômes qui sont au CHR Lomé Commune. Les cas asymptomatiques, les cas qui ne présentent pas de signes, sont à l'hôtel Edaoba, par exemple. Il y a eu entre-temps une situation malheureuse à la prison civile de Lomé avec de nombreux cas testés positifs. Comment avez-vous géré cette situation et où sont-ils actuellement? Oui, la prison, ce que je donnais comme réponse à une radio la dernière fois, est une structure qu'on peut circonscrire facilement. Et donc aujourd'hui, c'est le service de santé des armées qui s'en occupe, de sorte que au sein de la prison civile, on prend en charge les cas qui ont été touchés. Et il a été proposé un dépistage généralisé à tous les pensionnaires et ceux qui y travaillent pour rapidement identifier les cas et les isoler. C'est ce qui a été proposé pour aller. Maintenant, si d'aventure, parmi ces cas confirmés, il y avait certains qui présentaient un état de santé grave, alors on pourra les faire venir au CHR Lomé Commune pour améliorer la prise en charge. Donc pour le moment, ne viennent au CHR Lomé Commune que ceux qui présentent des cas graves. Qu'est-ce que vous appelez cas graves? Pour revenir sur la maladie, on pourrait dire pour coronavirus, il y a Covid-19, il y a des patients asymptomatiques. Et donc qui n'ont aucun signe, qui sont comme vous et moi, qu'on ne peut pas a priori identifier si on ne fait pas de test de laboratoire. Il y en a qui sont légèrement au-dessus de ce groupe-là, qui ont des signes mineurs. Peut-être juste une démangeaison dans la gorge ou qui éternue, mais quelque chose qu'on pourrait considérer comme banal. Et il y a ceux qui vont avoir des signes modérés, et puis il y a tous ceux qui ont des comorbidités, pour lesquels, même si on n'a pas assez de recul, on sait aujourd'hui quand même que les comorbidités sont des facteurs de risque. Et on entend par comorbidité des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle ou l'obésité. Ces patients-là, avant d'arriver dans le dernier groupe, qui sont des patients qui peuvent présenter ici une détresse respiratoire, donc les poumons sont atteints, il faut faire vite. Et dans le schéma, ce qui est dit, lorsqu'un patient est dépisté positif, l'équipe doit se rendre et apprécier l'état clinique de ce patient avant de décider de là où il va. Ce n'est vraiment pas au hasard. Les médecins arrivent, ils regardent. Si c'est un cas qui doit aller à Edaoba, on va le conduire à Edaoba. S'il doit venir au CHR Lomé Commune, le gars de CHR Lomé Commune, sous-entendu que celui qui est à Edaoba, si par malheur pour nous, ça, il change, j'allais dire, de condition, et que son cas s'aggravait, mais il est automatiquement référé au centre de référence qui est le CHR Lomé Commune. Est-ce que le protocole de traitement est le même pour tous les cas actifs? On peut aller pas à pas. Pour les cas asymptomatiques, ceux qui ne présentent aucun signe, comment vous les traitez, docteur Otobé? Merci beaucoup, Gilles. Le traitement est standard pour tous les cas confirmés positifs. Ils prennent l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc, on ne développe pas la maladie ou non, on prend chloroquine dès qu'on est testé positif. Tous les cas confirmés positifs prennent le traitement. Peut-être qu'on pourrait ajouter ceci. Oui. Le docteur Otobé et moi, lui il est épidémiologiste, moi je suis du laboratoire. Nos amis les cliniciens nous sortent cette phrase qui est « on ne soigne pas Covid-19, on soigne le patient atteint de Covid-19 ». Ce qui sous-entend, comme il a dit, vous avez un traitement de fond qui aujourd'hui, c'est un choix que le Togo a fait, en disant on donne à tout le monde, à minima, de l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine. Et en fonction des signes que chaque patient va développer, une prise en charge spécifique va être faite. Si vous êtes diabétique, en dehors de cela, on va regarder comment on fait pour équilibrer votre diabète
si vous êtes hypertendu ou alors si vous présentez d'autres signes. C'est pour cela que la phrase est vraiment bien adaptée. On soigne le patient et on n'a pas un traitement standardisé pour tout le monde. On a un traitement de base. Le coronavirus qui affecte beaucoup d'activités, notamment des activités économiques. Nous avons rencontré dans la semaine le président du comité national Miss Togo qui organise chaque année un concours de beauté. Le coronavirus et les élections Miss Togo, quel impact? La réponse avec Gaspard Baka qui est le président donc, du comité Miss Togo. Le comité vit cette crise comme tous nos compatriotes, avec une certaine inquiétude parce que le coronavirus emporte les vies humaines. Donc c'est une crise sanitaire pour laquelle nous devons faire très attention. Nous, au comité, nous croyons à l'existence de ce virus-là pour lequel il faut faire très attention. C'est le lieu ici de remercier et de saluer l'action des autorités togolaises qui essayent de faire en sorte pour éviter la propagation de ce virus et de soutenir financièrement les plus démunis et le personnel soignant qui est en première position dans cette lutte contre cette pandémie et qui lutte en laissant leur vie pour sauver la vie des autres. Ce n'est pas notre souhait, comme vous pourrez en douter, mais vous savez déjà que cette crise a bouleversé le programme établi pour la Miss Togo 2019. Si la situation devrait perdurer, si les choses ne devraient pas s'améliorer, nous avisons. Nous vous informerons au moment opportun pour éventuellement reporter la date des élections ou améliorer ou changer le calendrier de l'élection de cette année. Si les autorités ou si la crise, comme je venais de le dire, si les autorités ne levaient pas les restrictions et si nous ne trouvons pas la formule adéquate pour pouvoir gérer les 5000 personnes que nous mettrons dans le palais des congrès le jour de la finale, nous serons malheureusement amenés à reporter l'édition de cette année. Je crois que nous allons démarrer concrètement nos actions la semaine prochaine parce que nous avons pris le temps d'analyser cette pandémie, de faire l'état des lieux. Comme vous pouvez le savoir, nous avons tous été surpris par cette pandémie. Nous n'avons pas voulu aller dans un ordre dispersé. Nous sommes donc en concertation que nous venons de finir avec nos partenaires financiers et nous sommes prêts pour démarrer nos campagnes dans le même sens que les actions du gouvernement en appui à la population et surtout la population démunie à partir de la semaine prochaine. Je crois que nous ne souhaiterions pas forcément faire comme les autres. Nous voudrions peut-être donner un chèque. Nous n'avons pas finalisé ce côté de la chose parce que nous ne voulons pas, parce qu'aujourd'hui nous avons compris que les gens ont suffisamment donné les masques et les solutions hydroalcooliques. Je crois que les gens ont beaucoup plus de moyens financiers pour pouvoir régler les problèmes les plus urgents. Voilà, donc l'interview réalisée avec le président du comité Miss Togo, qui laissait entendre à la fin que vous avez suffisamment de matériel aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce problème est réglé? Problème de matériel médical, professeur Salou? Merci, monsieur Gilles. C'est vrai que quand il a dit qu'il y avait suffisamment de masques, j'ai souri, parce que si on écoute même l'OMS aujourd'hui, nous sommes en train de passer de la situation de pandémie à un mode endémique. La chose va durer. Et donc, les mesures barrières, comme cela se fait dans les pays asiatiques où on a coutume de porter les masques, il va falloir
que ces masques-là soient disponibles et accessibles. Et donc, je pense que ce ne serait pas de trop d'offrir. Je pense, nous devons ouvrir les écoles. Nos enfants iront à l'école, il faudra des masques. Les étudiants, ainsi de suite. Et je pense qu'on en aura besoin. C'est vrai que dans le cadre de cette pandémie, il y a beaucoup d'informations qui sont dites et contredites. J'ai lu en milieu de semaine quelques informations sur les masques également. Est-ce que les cache-nez sont efficaces pour se protéger contre cette maladie, docteur Otobe? Est-ce que vous pouvez le dire, la main sur la conscience? Les masques sont utiles pour nous protéger. Ça, c'est l'élément de base sur lequel il ne faut pas transiger. Puisque nous le savons, cette épidémie va évoluer par vagues de flambée. Il y aura des vagues de flambée et puis des vagues de ralentissement de l'épidémie. Il faut que nous soyons vigilants et responsables pour maintenir le respect des mesures barrières, y compris le port systématique des masques. Écoutez, Monsieur Baka, tout à l'heure, ce n'est pas seulement lui seul, mais il se dit que tout le monde ne croit pas encore en l'existence de ce virus, le coronavirus. On croit que c'est une invention. À cela, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez la preuve aujourd'hui que le coronavirus existe bel et bien? La preuve, tout le monde l'a, parce qu'on a vu à travers les chaînes les dizaines de milliers de morts qu'il y a eu dans les pays, d'abord en Chine, aux États-Unis, en Europe, le Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, etc. Au Brésil actuellement, le Brésil qui est considéré actuellement comme l'épicentre de l'épidémie, avec plus de 300 000 cas confirmés et plus de 20 000 décès. Au Togo, le 5 mars, on avait le premier cas. Aujourd'hui, nous sommes à 373 cas avec 12 décès. C'est la preuve que la maladie est bel et bien présente dans notre pays et qu'il faut que nous soyons disciplinés pour respecter les mesures barrières afin de ne pas arriver à une augmentation massive des cas dans le pays. Professeur Salou? Oui, est-ce qu'on a besoin encore de preuves? Moi, j'ai dit déjà une fois, il faut inviter nos concitoyens à visiter, ne serait-ce que ce que nous appelions par le passé hôpital chinois, pour voir que cet hôpital aujourd'hui a changé. On a débarqué tous les patients qui étaient hospitalisés pour prendre en charge ceux qui sont atteints par le coronavirus. Autre chose, les mesures, ne serait-ce qu'à Lomé, de couvre-feu, qu'il y a 6 mois, nous ne vivions pas comme ça. C'est parce qu'il y a quelque chose. Et l'impact économique, comme tout le monde commence à le constater, sont des éléments qui militent en faveur de la présence d'un fait anormal. Et ce fait anormal-là, c'est le coronavirus. On va commencer par répondre aux questions de nos téléspectateurs, des questions reçues sur nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et notre compte Twitter. On peut démarrer avec le 90 18 67, 90 18 67. Bonjour, dites-nous, est-ce vraiment le produit malgache, est-ce que le produit malgache est en essai au Togo? C'est 2 volets de sa question, on va répondre à celle-là d'abord. Ensuite, il demande si ce qui circule sur les chercheurs italiens qui auraient conclu que le coronavirus, le Covid-19, n'est pas un virus, mais une bactérie qui se soigne à partir de l'aspirine. Alors, on va répondre à ces 2 questions. La première, est-ce que le produit malgache est effectivement en essai? On l'a entendu sur les médias notamment. Ça, il me semble que c'est affirmatif, professeur Salou. Oui, le produit malgache est arrivé au Togo. Si vous avez suivi toute l'actualité, il s'agit d'une question purement africaine où le président malgache a mis à la disposition, ne serait-ce que de la CEDEAO via la Guinée-Bissau, un certain nombre de quantités de ce remède pour que chaque pays puisse le tester. Le Togo, comme l'a dit les thérapeutes la dernière fois, a eu une 50aine de doses. Est-ce que je voudrais dire essai, c'est trop vite parti. Nous avons l'obligation de protéger nos populations. Et à cet effet, nous sommes membres du conseil scientifique. Pour éclairer une fois l'antenne de la population, le conseil scientifique s'est réuni le vendredi à l'effet de délibérer sur cette question. Et nous avons opté pour une démarche qui permettrait d'avoir des résultats qui nous autoriseraient donc à faire la suggestion aux autorités
pour voir si l'on devait commander en grande quantité ce produit ou pas. C'est vrai qu'il y a des détails. On ne parlera pas d'essais sensu stricto comme les essais se font parce que c'est plus compliqué. Mais nous partons sur la base d'un remède qui est utilisé anciennement, mais dont la composition n'est pas totalement connue. Il y a le nom d'une plante qui revient, Artemisia annua, mais c'est une composition complexe. Le président malgache, en visioconférence la dernière fois encore, avec le directeur général de l'OMS, l'a précisé. Et il nous appartient quand même de prendre certaines dispositions que nous sommes en train de prendre pour les produits issus de la médecine traditionnelle dans notre contexte et voir comment, de façon adaptative, répondre rapidement. Oui, qu'est-ce que vous faites exactement avec ce produit, le Covid Organics? Voilà. Le schéma sera très simple. Il faut rapidement tester l'innocuité de ce produit. On ne cherche pas à prouver l'effet thérapeutique. Là n'est pas la question. Mais est-ce que le produit n'est pas dangereux? Nous avons des tests de laboratoire. Est-ce que vous avez besoin encore de tester l'innocuité de ce produit qui est bu et rebu de l'autre côté, même par le président de la République? Oui, mais vous savez, il y a ce qu'en médecine, moi je suis pharmacien, il y a ce qu'on appelle le terrain, le morphotype. Ce qui est vrai à Madagascar en termes d'aliments peut ne pas être vrai au Togo. Il s'agit de mixtures qui sont consommées. Mais si demain, M. Gilles, nous autorisons d'emblée l'usage de ce produit, nous allons le faire, mais on veut l'encadrer. Et qu'il y ait des événements malheureux en termes de pharmacovigilance, vous serez les premiers à nous dire, mais nous avons des scientifiques dans ce pays, nous avons des médecins, nous avons des chercheurs qui n'ont même pas daigné. On ne va pas prendre 10 000 jours, mais de façon très rapide, il faut voir. Et il y a une autre étape, c'est de donner le médicament à des personnes saines, même si c'est 5 personnes, pour s'assurer de la sécurité sur les fonctions essentielles que sont le rein, le foie, le sang, avant de traiter des patients pour lesquels, comme nous le savons aujourd'hui, vous voyez, le taux de guérison n'est pas mauvais. On ne dit pas que ce produit ne sera pas utilisé. Non, il sera utilisé. Mais comme d'autres produits togolais aussi, qui vont être certainement évalués. Et donc, à cette étape, pour vérifier l'innocuité du produit, comment vous procédez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement sur ce produit? Comme je l'ai dit, cela a été fait déjà. Si vous vous rappelez, l'université avait fait l'appel à recettes. Nos tradithérapeutes sont venus avec des recettes. Nous en avons eu suffisamment, une centaine. Yeah. Sur les 11 premiers qui ont été testés, 3 ont été sélectionnés. Voilà, nous sommes allés au laboratoire pour voir, ne serait-ce que in vitro, est-ce que c'est toxique sur les cellules? Est-ce que ce qu'on attend, parce qu'aujourd'hui, ce que je voudrais ajouter, il ne s'agit pas de médicaments qui combattent le virus. Il s'agit de médicaments, pour la plupart, qui aident le système immunitaire à mieux lutter contre ce virus. Donc, c'est des immunostimulants ou des immunomodulateurs. Donc, nous avons des marqueurs que nous vérifions juste pour savoir si ce produit-là possède telle propriété. Je voudrais rappeler aussi que Covid-19, qui contient de l'Artemisia annua, cette plante est cultivée au Togo. Elle existe à Thiévié. Si vous voulez des plantes, dès demain, on peut vous en apporter. Donc, il s'agit de, sans passion, sans émotion, mais de façon rapide, de proposer quelque chose. De façon rapide, qu'est-ce que vous entendez par là? Dans combien de temps seriez-vous à la fin donc, de vos tests concernant le Covid Organics? Soyez un peu patient, donnez-nous quelques jours. Nous ne demandons même pas un mois, donnez-nous quelques jours. Pour vous prononcer sur la question du Covid Organics. Pour savoir comment nous encadrons l'utilisation. Alors, docteur Otobé, le deuxième volet de la question, notre téléspectateur estime que les chercheurs italiens ont trouvé que le Covid-19 n'est pas un virus, mais une bactérie qui se soigne à partir de l'aspirine. Je n'avais pas l'information avant d'entrer, donc en studio. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que c'est possible? Moi non plus, je n'ai pas l'information. C'est la maladie à coronavirus, c'est une maladie due à un virus qu'on appelle, c'est un virus type 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Donc c'est ce qu'on connaît. La cause de cette maladie, c'est le coronavirus. C'est le professeur Salou qui est oui, c'est vrai que les informations circulent sur le net jusqu'à preuve du contraire. Le Covid-19 est une maladie causée par un virus. Un virus qu'on appelle coronavirus et qui est responsable. Ce virus s'appelle SARS-CoV-2.
parce qu'il y a eu un déjà découvert en 2002-2003 qui était responsable d'infection respiratoire. Mais classiquement, ce qu'il faut savoir, lorsque vous avez une infection virale, dans la défense de l'organisme, vous pouvez avoir des désordres tels que des infections bactériennes émergent. Et ce qu'on sait, à un moment donné, on l'a constaté, que pour certains patients atteints de coronavirus, il y avait un risque énorme de thrombose. C'est quoi le thrombose? Le risque de formation de caillots. Et que l'aspirine à faible dose, pour nos patients qui ont des maladies chroniques comme l'hypertension, prennent de l'aspégique pour faire la prévention de la formation de ce caillot. Pour l'instant, tout va un peu dans tous les sens. Et il fut une période où on a évoqué Prévoltera, une bactérie intestinale qui serait responsable. Je crois que c'est dans la foulée. Faisons attention à ce qui est fake news. Faisons attention. C'est vrai que la science, c'est du rationnel et de l'empirisme, mais nous avons l'obligation de bien cerner les choses avant de nous prononcer. Est-ce que, par précaution, vous donnerez désormais aussi de l'aspirine à vos patients ou... Je vous ai dit tantôt que nous soignons le patient atteint de Covid-19 et non Covid-19 tout seul. Donc, s'il savait que dans nos structures de soins, un patient arrive et qu'il a besoin qu'on lui donne de l'aspirine et que cette aspirine n'est pas contre-indiquée, il n'y a pas de raison. Il aura cette aspirine. Si c'est à faible dose, on a donné des médicaments anticoagulants. Il y en a qui ont été sauvés avec des anticoagulants parmi ces patients. Déjà. Ou très rapidement, c'est la thrombose qu'il fallait prévenir pour diminuer le risque d'embolie pulmonaire, qui allait être quelque chose de plus dramatique. Et sous anticoagulants, les patients, les signes ont régressé jusqu'à être guéris. Et donc, l'autre question qui revient souvent, c'est l'Afrique et les chiffres. Les chiffres qui sont encore mineurs par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Vous donniez tantôt les chiffres concernant le Brésil. Est-ce qu'avec certitude, vous avez aujourd'hui les facteurs qui font que la maladie évolue plus lentement sur le continent africain? Oui, merci beaucoup Gilles. L'Afrique, pour le moment, a des chiffres très bas. Cela peut s'expliquer parce que l'épidémie a commencé en Chine, passé en Europe, puis dans les Amériques. L'Afrique a eu le temps de se préparer contre l'arrivée de cette épidémie. L'Afrique aussi, principalement l'Afrique de l'Ouest, a déjà été victime de la maladie à virus Ebola et a déjà un système en place pour riposter contre les maladies épidémiques. C'est vrai qu'on dit aussi que en Afrique, la jeunesse de la population pourrait aussi expliquer. Mais il faut rester prudent parce que l'évolution des chiffres, on ne sait pas encore, on ne sait pas si on connaîtra de grandes flambées dans les semaines, les mois à venir. Pourquoi, quand vous avez posé la question au début, si le pic est atteint, on ne peut pas l'affirmer. Les projections que nous avons, à voir la courbe de l'épidémie en Afrique et et la courbe dans les autres continents, on projette que l'Afrique risque de connaître la même trajectoire que les autres continents. Donc il faudrait que nous soyons prudents dans l'analyse de ces chiffres que nous avons aujourd'hui. Merci. Vous confirmez ces projections, professeur Salou? Nous pourrions dire, comme l'a dit Dr Outobé, que l'histoire naturelle de la maladie a été corrompue chez nous. Dès l'instant où, je vais faire rire encore, il y a un adage chez nous qui dit « La guerre dont est prévenu le perclus ne l'atteint pas ». C'est un paralytique qui n'a pas de pied, il est jambiste, mais on dit « La guerre arrive ». Il prendra toutes les dispositions. Et c'est ce que nous avons fait un peu. Toutes ces mesures. L'étude pilote d'ailleurs qui a été réalisée au Togo l'a montré que le virus a très peu circulé. C'est pour cela plutôt qu'il faut renforcer et maintenir ces mesures barrières qui nous ont aidés à travers le lavage des mains, le port de masques, fût-il un tissu, comme il a dit tout à l'heure. Toutes ces mesures-là nous ont énormément aidés à ne pas permettre à la maladie de s'expandre très rapidement. Mais on peut vous croire, mais quand on voit certaines réalités en Afrique, dans nos marchés, sur les routes, où les transports de motos prennent encore à 2, à 3, à 4, parfois sans max, etc. Est-ce que franchement, ces mesures dont vous parlez ont été efficaces
pour limiter la propagation de la maladie. Oui, nous sommes 3-4 ici. Je vais donner Mais pas sur une moto. Non, je vais donner une image. Si, par exemple, quelqu'un tenait de l'huile de palme à pulvériser, et que nous avons une barrière, quoi qu'il fasse, que cette huile n'arrive pas à notre niveau, mais vous n'aurez pas de tache d'huile. Mais même si nous sommes agglutinés finalement ici, on ne sera pas contaminé. Et donc, les mesures qui ont été mises en place en amont, à traquer les voyageurs, à mettre en quarantaine, ont été des mesures efficaces. Puisque, dans tous les cas, au départ, nous avions 0 cas dans notre pays. Les premiers cas sont des cas importés. Et vous avez vu, lorsque nous avons eu 10, 15 cas, c'est lorsque des voyageurs sont rentrés, surtout dans les localités frontalières, et que des mesures n'ont pas été prises rapidement, que la propagation a commencé. Je rappelle même lorsque nous avons fait l'étude pilote, nous avons pu identifier les populations les plus à risque. Quoique tout le monde soit à risque, il y en a qui sont plus à risque. Maintenant, après, le temps nous le dira sur le plan purement scientifique pour voir si c'est l'exposition continue des Africains que nous sommes à des pathogènes qui ont fait que notre armée est aguerrie déjà pour que lorsque l'agresseur arrive, déjà les réservistes que nous avions ont pu rentrer en ligne de compte. Mais tout ça, le temps nous le dira. Vous me permettez donc d'entrer dans la parenthèse que vous avez ouverte, l'affaire des voyageurs. Oui. C'est dans le contexte de la flambée des chiffres que les vols d'Air France ont été de nouveau autorisés. Le premier vol est arrivé samedi. Est-ce que cette mesure, elle est prudente? Il faut voir derrière quelles sont les mesures d'accompagnement. C'est surtout cela. Oui, mais avec ou sans mesures d'accompagnement, non, quand on sait que... Je m'explique. Oui. Si Air France a fait venir un vol pour pouvoir rapatrier des Français, mais profiter de l'occasion pour ramener des Togolais, comme le Brésilien l'avait dit tout à l'heure, celui qui est au consulat, faire entrer au Togo. Ce que nous disons, lorsque quelqu'un voyage aujourd'hui, arrive sur le Togo, les dispositions sont prises, il faut qu'il soit testé, il faut qu'il soit mis en quarantaine. Si on peut gérer le flot de ces passagers, parce qu'il va falloir s'habituer à vivre avec ce virus. Et il faut bien qu'on commence un jour. Docteur Otobé. Merci Gilles. Non, tel que l'a dit le professeur Salou, avant que les jeunes arrivent, ils savent les conditions qui sont sur place pour arriver au Togo. Vous devez faire le test. Vous êtes mis en quarantaine avant d'entrer dans la population générale. Les conditions pour protéger ceux qui sont à l'intérieur, pour qu'on ne nous apporte plus la maladie dans le pays. Merci. Oui, ces mesures avaient été prises au déclenchement de la maladie, mais certains se sont soustraits, ont réussi à se soustraire de la surveillance qui a été mise en place. Oui, je crois que nous avons tiré les leçons de cette première vague de mars qui était arrivée. Aujourd'hui, on a les éléments en place pour mieux traquer, pour mieux faire le suivi des voyageurs dans le pays. C'est une question de coût aussi, une question de moyens. Suivre tous ces voyageurs qui arrivent dans le pays sur une certaine période. Est-ce que vous avez les ressources humaines, les ressources matérielles et techniques pour assurer ce travail? Je voudrais vous demander d'être un peu patient afin que les voies plus autorisées que les nôtres puissent donner l'information que nous avons, la bonne d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, vous savez que la gratuité tue le service. Et donc, des dispositions vont être prises. Un laboratoire qui va être dans des conditions telles que quand le voyageur arrive, il n'a même pas besoin de sortir de l'aéroport pour bénéficier du test. Tout est en train d'être mis en place. Et comme il a dit, des pays voisins l'ont fait. Il suffit, c'est un contrat. Si vous êtes d'accord, avant de venir au Togo, voici ce que nous demandons. Si vous êtes d'accord, quand vous arrivez, le test certainement va coûter quelque chose. La quarantaine va coûter quelque chose. Et quand vous êtes d'accord, vous y soumettez. On va satisfaire le 90, 92, 16, 90, 92, 16. Il me semble que sa question va nécessiter qu'on définisse ce qu'on entend par pic, parce que Lily nous demande combien de chiffres faudrait-il atteindre avant qu'on parle de pic. Alors, quand on parle de pic dans le cadre d'une épidémie, qu'est-ce que c'est, professeur Salou? Je veux bien répondre, mais comme j'ai l'épidémiologiste qui est là, je voudrais lui passer la question. Moi, j'ai la réponse, c'est comme mathématique. Merci beaucoup. Pour répondre à la notion de pic, je vais d'abord définir ce qu'on appelle courbe épidémique. La courbe épidémique, c'est une représentation graphique du nombre de cas d'une maladie en fonction du temps.
Et cette courbe épidémique permet de donner une image de l'évolution de la maladie sur une période donnée. Donc, elle permet aussi, la courbe épidémique permet de visualiser le début de l'épidémie, le pic qui correspond au nombre maximal de cas qu'on peut avoir au cours de la période, et puis elle permet de voir la fin de l'épidémie. Donc le pic d'une épidémie correspond au chiffre maximal, au nombre le plus élevé de cas qu'on peut avoir. Ça dépend de chaque épidémie. Peut-être dans notre cas, le pic, ça peut correspondre à 100 cas par jour, à 200 cas par jour, je dis n'importe quoi. Mais au jour de Jésus, nous suivons l'épidémie par semaine. J'ai dit tout à l'heure qu'à la semaine 20, on avait 149 cas. Mais on ne peut pas, à cette étape où nous sommes, dire que nous avons atteint le pic. Peut-être que dans les semaines à venir, peut-être qu'on va avoir un chiffre plus élevé que ça. Peut-être qu'on va avoir des chiffres qui sont moindres que ça. C'est l'évolution dans les semaines à venir, ou bien dans les mois à venir, qui pourra nous dire que nous avons déjà atteint le pic ou pas. Mais la semaine 20, c'est la semaine sans doute la plus prolifique. Hein? Jusqu'à présent. C'est la semaine la plus prolifique. Et que disent les prévisions dans les jours à venir? Est-ce que vous pouvez atteindre, dépasser les environ 150 par semaine? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Oui, peut-être pour compléter de façon simple, comme Dr Outobé l'a dit, vous avez un nombre de cas qui va croître jusqu'à atteindre un maximum. Il peut se stabiliser pendant longtemps, comme il peut ne pas durer, commencer à chuter. C'est pour cela que je vous ai dit, les spécialistes même définissent le pic après le passage du pic. Ça, c'est un. De deux, tous les spécialistes en modélisation, avec le scénario que nous avons en ce moment, il est difficile de prédire la période du pic. Alors, on va répondre au 99 41 60. 99 41 60. Le virus ne résiste pas à la chaleur. Hein. Telle est l'information qui circulait entre-temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous confirmez cette information dans le cadre de la gestion du coronavirus dans votre pays? Bon, le coronavirus, quand vous voyez l'image à la télé, c'est un virus enveloppé. Dans notre jargon, lorsqu'un virus est enveloppé, ça voudrait dire qu'il est fragile. C'est pour cela que nous pouvons nous laver les mains avec les savons, l'eau de Javel. Parallèlement, les virus, tous les virus d'ailleurs, sont sensibles à l'action de la chaleur. Et la température va varier en fonction des virus. Les études continuent ici, peut-être autour de 60 degrés. Mais en même temps, je voudrais rappeler pour ces auditeurs que tous ces paramètres ne sont pas encore bien maîtrisés parce que nous avons eu des cas de coronavirus à Kidal, dans le grand désert où il fait extrêmement chaud dans la journée, il y a eu des cas. Donc, je prierai les uns et les autres de ne pas se focaliser sur cette question de température pour l'instant. C'est une infection dont la transmission se fait par les gouttelettes, par les post-it et aussi manuporté. C'est-à-dire envoyé dans la bouche? Oui, la main peut conduire. Et un virus, ce qu'il y a de la définition d'un virus, c'est ce que nous vivons avec l'informatique. Un virus, c'est un vrai parasite. Quand il est seul, il ne manifeste rien. Et lorsqu'il est avec une cellule vivante, alors il prend les commandes et il oblige la cellule vivante à faire ce qu'il veut. Alors, nous allons marquer une pause pour une édition de journal. On va se retrouver dans une dizaine de minutes, mais vous pouvez continuer par nous envoyer les questions. Vous êtes très très nombreux à avoir des éclaircissements sur beaucoup de points. Vous pouvez les envoyer, les spécialistes vous répondront après la pause journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes.